Pendant 22 ans, mon mari a fermé une porte à clé au fond du couloir. 22 ans. Je compte, je recompte. Le chiffre ne change pas. Ce matin-là, Bérangère a posé une petite clé dorée dans ma paume ouverte. Ses doigts tremblaient légèrement, les miens aussi, bien que pour des raisons différentes. Elle a dit, d'une voix que je ne lui connaissais pas, une voix de femme qui porte un secret depuis trop longtemps. « Mamie, quand vous ouvrirez, promettez-moi que vous ne téléphonerez pas à la gendarmerie avant d'avoir lu la dernière lettre. » La clé était froide, petite, étrangement légère pour tout ce qu'elle contenait. J'ai regardé ma fille. Ses yeux étaient rouges, pas de chagrin frais, mais de chagrin ancien, celui qui a séché et qui a laissé des traces sur le visage qu'on ne remarque que quand on sait où chercher. 40 jours s'étaient écoulés depuis que nous avions mis Michel en terre, au cimetière de la Croix-du-Sud, sous un ciel de février qui n'avait pas eu la décence d'être beau ce jour-là. La gendarmerie. Pourquoi aurais-je pensé à la gendarmerie? C'est la question que je me suis posée en tenant cette clé dorée. Pas une grande question. Une petite question tranquille, comme celles qui naissent le matin quand on n'a pas encore bu son café et que le monde n'a pas encore tout à fait repris sa forme habituelle. Mais cette petite question tranquille a commencé à grandir dans ma poitrine, et j'ai su, avec la certitude particulière que l'on acquiert seulement après 77 ans de vie, que ce que j'allais trouver derrière cette porte changerait ma façon de me souvenir de 50 ans de mariage. La clé dorée. Je la tiens encore parfois. Elle est posée sur la maquette, maintenant, dans l'ancien chai du domaine de l'Orme Blanc, là où les vendangeurs suspendaient autrefois leur tablier de toile bleue. Mais je vais trop vite. Michel m'a toujours dit que j'allais trop vite quand les choses m'importaient vraiment. Alors, reprenons depuis le début. Depuis le début de cette histoire, qui est aussi la fin d'une autre et le milieu d'une troisième que je n'avais pas vu venir. Je m'appelle Josette Varenne. J'ai 77 ans. J'ai passé la plus grande partie de ma vie au numéro 15 de la rue Lamartine, à Mâcon, dans une maison bourgeoise aux murs couleur de crème, au plancher de bois sombre qui craque différemment selon la saison et dont les fenêtres donnent sur les toits du centre historique. Le soir, quand le soleil descend derrière les collines, la lumière entre par les vitres du salon et colore tout en orange et en or, et pendant exactement 6 minutes, cette vieille maison ressemble à quelque chose de sacré. Mon mari Michel aimait ces 6 minutes. Il s'arrêtait de lire. Il posait son journal sur ses genoux, inclinait légèrement la tête, et il regardait la lumière comme s'il lui devait quelque chose. Je n'ai jamais su ce qu'il lui devait. Je sais maintenant que la lumière n'y était pour rien. Nous nous sommes rencontrés en 1962, à une fête de la Saint-Vincent à Fuissé, le village où mon père cultivait ses vignes. J'avais 20 ans. Michel en avait 24. Il portait une veste trop grande pour lui, empruntée à un ami, et il m'avait apporté un verre de Pouilly Fuissé avec la solennité de quelqu'un qui offre quelque chose de précieux. Nous avons dansé jusqu'à 2 heures du matin. Quand mon père est venu me chercher, Michel lui a serré la main avec les 2 mains, un geste de respect que mon père m'a mentionné encore 30 ans plus tard. Voilà l'homme qu'il était. Ou du moins, voilà l'homme que je croyais connaître. Avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter une seconde. Parce que ce que je vais vous raconter ce soir est difficile à tenir dans les mains. C'est une histoire sur le secret, sur la réparation, sur les décisions que les gens prennent quand ils pensent qu'ils vous protègent et qui vous retirent pourtant quelque chose d'irremplaçable. Si vous êtes là avec moi en ce moment, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Quelle ville? Quelle région? Quel pays? Il est peut-être tard chez vous, ou peut-être que vous commencez juste votre matinée. Je lis chaque commentaire. Vraiment. Et si cette histoire vous touche déjà, laissez un petit « j'aime », appuyez sur ce bouton, c'est une façon de me dire que je ne suis pas seule à tenir tout cela. Abonnez-vous aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'une nouvelle histoire arrive ici chaque jour, et certaines d'entre elles sont celles dont on a besoin sans le savoir. Maintenant, laissez-moi continuer. La maison de la rue Lamartine a une âme particulière. Ce n'est pas une maison de riche, mais c'est une maison de famille, ce qui est une chose différente et bien plus importante. Les plafonds sont hauts, les radiateurs ont toujours été capricieux en janvier, et il y a un escalier dont la 4e marche crie d'une manière reconnaissable entre toutes.
si bien que Bérengère, même adulte, l'enjambait systématiquement quand elle rentrait tard le soir, persuadée que je dormais. Je ne dormais pas. Les mères ne dorment jamais vraiment. Au fond du couloir du rez-de-chaussée, passé la cuisine et le placard à linge, se trouve la porte. Une porte de chêne, plus sombre que les autres, avec une poignée en laiton et une serrure ancienne. Michel disait que cette pièce servait à stocker les vieux documents du domaine de l'Orme Blanc, les archives de la propriété viticole que ma famille avait possédée pendant 3 générations dans les collines au-dessus de Fuissé. Le domaine de l'Orme Blanc. Je dois vous en parler parce que pour comprendre la clé dorée, il faut d'abord comprendre ce que ce vignédo représentait pour moi. Mon grand-père maternel, Armand Beaumont, avait planté les premières vignes en 1922. Il avait choisi le coteau avec soin, demandé conseil à un vieux vigneron du village de Solutré et passé l'été à creuser lui-même les premiers trous dans la terre calcaire. Ma mère disait qu'il avait les mains ensanglantées le soir et qu'il rentrait à la maison en chantant quand même, parce que la douleur des mains qui ont travaillé la bonne terre ne ressemble pas à de la souffrance. Mon père avait hérité du domaine à 28 ans, après la mort prématurée de mon grand-père. Il avait grandi entre les vignes. Il les connaissait cep par cep, sillon par sillon. Il me traînait avec lui les dimanches matins, quand j'avais 5 ou 6 ans, et il me montrait comment toucher les feuilles pour savoir si elles avaient soif. La vigne a soif comme les gens ont soif, me disait-il, et il faut apprendre à reconnaître ce silence particulier de la plante qui manque d'eau. J'avais grandi avec cette odeur de terre retournée, cette lumière particulière qui tombe sur les coteaux du Mâconnais en fin d'après-midi, cette sensation d'appartenir à quelque chose qui avait commencé avant moi et qui continuerait après. Quand mon père est mort, en 1987, il avait 82 ans et une tête pleine de projets pour le domaine. Mon frère aîné, Robert, avait repris la gestion. Robert était un homme de bonne volonté, mais un homme de ville qui n'avait pas grandi entre les vignes comme moi, qui avait étudié le droit à Lyon et qui regardait les vignes avec l'admiration de quelqu'un qui aime un tableau sans comprendre comment il a été peint. Sous sa direction, des dettes s'étaient accumulées. Pas par négligence, pas par mauvaise foi, mais par manque de cette connaissance intime que mon père avait mis 60 ans à construire. Il y a 22 ans, j'ai appris que le domaine de l'Orme Blanc avait été vendu. Michel me l'a annoncé un soir de septembre, à la table de la cuisine, avec une tasse de café entre les mains qu'il ne buvait pas. Il m'a dit que Robert avait été contraint de céder la propriété, que les dettes avaient dépassé ce qui pouvait être sauvé, que ma signature avait été nécessaire sur certains documents de la succession familiale et que pendant ma convalescence suite à une opération du genou, il avait signé à ma place avec une procuration qu'il avait fait établir. J'avais cru cela. Pendant 22 ans, j'avais cru cela. Robert est mort il y a 7 ans, à 78 ans, sans avoir mentionné la porte fermée au fond du couloir de la rue Lamartine. Ce que j'ignorais, ce que je ne pouvais pas savoir, c'est qu'il n'y avait pas eu de procuration. La porte de chêne n'avait pas gardé des archives. Elle avait gardé une confession. Thierry Monod est l'ancien administrateur du domaine. Je le connaissais depuis des années, un homme grand et silencieux de 64 ans, aux mains habituées au travail de la vigne et aux yeux qui ont l'habitude de regarder loin. Quand je suis allé le voir, 2 semaines après avoir ouvert la porte avec la clé dorée de Bérengère, il n'a pas eu l'air surpris. Il avait l'air, au contraire, de quelqu'un qui attendait depuis longtemps que la bonne personne pose la bonne question. Michel lui rendait visite certains dimanches, toujours avec la même sacoche de cuir marron, toujours pour marcher entre les rangées de vignes et regarder si les pieds étaient bien entretenus. Il posait des questions précises, il prenait des notes dans un carnet à spirale. Et avant de partir, il sortait de sa sacoche une petite plaque de laiton gravée d'une date et demandait à Thierry de l'indiquer là où une nouvelle parcelle venait d'être récupérée. Thierry m'a dit qu'il avait compris assez rapidement ce que Michel faisait. Mais Michel lui avait demandé de garder le silence, non pas pour cacher quelque chose de mal, mais parce qu'il voulait finir avant de parler. Il voulait pouvoir remettre un territoire complet, sans manque, sans lacune. Mais Michel n'a pas eu le temps de finir. Ou plutôt, il a fini 6 mois avant de mourir, et ensuite il n'a pas trouvé les mots. Ou il n'a pas trouvé le courage. La frontière entre les deux, parfois, est impossible à tracer. La pièce au fond du couloir. Je vais vous la décrire telle que je l'ai trouvée.
parce que les images s'impriment différemment quand elles sont lues, et celle-ci, je ne veux pas qu'on se la représente mal. Ce n'était pas un espace de désordre, c'était le contraire. C'était un espace de méthode, de patience, de travail solitaire. Les murs étaient couverts de cartes du Mâconnais, de photographies aériennes des vignobles, de reçus de vente et de copies d'actes notariés. Chaque feuille avait été fixée avec soin. Certaines portèrent des annotations au crayon, d'une écriture serrée que je reconnaissais comme l'écriture de Michel quand il réfléchissait. Au centre, sur une table que je n'avais jamais vue, une grande maquette du domaine de l'Orme Blanc reproduisait les chemins entre les vignes, la vieille maison de pierre, le chai, la rangée d'ormes qui longe la limite haie de la propriété. Ces ormes qui ont donné son nom au domaine, ceux que mon père aimait à cause de l'ombre qu'ils font en été et du bruit particulier que fait le vent dans leurs feuilles en automne, un bruit qu'il décrivait comme un long soupir tranquille. Chaque parcelle de la maquette portait une petite plaque de laiton avec une date. La première date remontait à 22 ans. La dernière datait de 6 mois avant la mort de Michel. Et sur la table, une chemise rouge avec, écrit au feutre noir, ces 2 mots. Commencez, ici. Je n'ai pas ouvert la chemise rouge immédiatement. Bérengère était là, debout dans l'encadrement de la porte, et nous nous regardions toutes les deux dans cette pièce que nous découvrions ensemble pour la première fois. Découvrions ensemble, mais pas de la même façon. Moi, je la découvrais avec la stupeur de quelqu'un qui se rend compte que la maison dans laquelle elle a vécu contenait une pièce entière qu'elle ne soupçonnait pas. Bérengère, elle, la découvrait avec les yeux de quelqu'un qui sait depuis un certain temps ce qu'il y a à l'intérieur et qui attendait ce moment en se demandant comment il se passerait. 2 ans, m'a-t-elle dit plus tard. Elle savait depuis 2 ans. Mais je n'en étais pas encore là. Ce matin-là, dans la pièce de chêne et de laiton, je n'ai pas ouvert la chemise rouge. J'ai fait le tour de la table avec la maquette. J'ai regardé les photographies aériennes collées sur les murs. J'ai cherché des dates, des noms, des chiffres qui auraient pu m'orienter. Et puis j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Dans un coin de la maquette, sous la représentation miniature de la vieille maison de pierre du domaine, il y avait une petite boîte en bois, du genre que les pharmaciens utilisaient autrefois pour ranger les fiches de patients. Elle était fermée par un simple crochet. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, 22 petits rouleaux de papier, chacun attaché par un ruban de couleurs différentes. Des lettres, chacune portait un numéro, de 1 à 22. Et sous les rouleaux, une feuille pliée en 4 avec une phrase écrite à l'encre bleue d'une main qui avait légèrement tremblé. J'ai reconnu l'écriture de Michel, son écriture du soir, celle qu'il avait quand il était fatigué, mais qu'il continuait quand même, parce que certaines choses doivent être finies même quand le corps dit qu'il faudrait dormir. La phrase disait « J'ai réussi à rendre la terre, mais je ne sais toujours pas comment te rendre les 22 ans pendant lesquels tu as cru à un mensonge. » Voilà. C'était ça. C'était là. Je me suis assise sur le rebord de la table parce que mes jambes avaient décidé de ne plus participer. Bérengère a posé sa main sur mon bras. Elle n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. Pendant toutes ces années, j'avais cru que le domaine de l'Orme Blanc était parti à cause des dettes de Robert, à cause de la faillite silencieuse d'une belle propriété entre les mains d'un homme qui n'était pas fait pour elle. J'avais fait mon deuil de ces vignes, comme on fait le deuil d'une personne qu'on aimait et que le temps a emporté. Avec de la tristesse, avec de la résignation, et finalement avec cette acceptation particulière qui n'est pas de l'indifférence, mais qui ressemble à de la paix. Cette paix était construite sur quelque chose qui n'avait pas eu lieu. Dans les jours qui ont suivi l'ouverture de la porte, je me suis comporté comme quelqu'un qui a reçu un coup, mais qui n'a pas encore tout à fait compris où. Je continuais à préparer mon café le matin, à arroser les géraniums sur le rebord de la fenêtre, à lire les nouvelles locales dans le journal de Saône-et-Loire. Mais entre ces gestes habituels, il y avait des trous. Des moments où je m'arrêtais au milieu du couloir et où je regardais la porte de chêne, maintenant ouverte, et où je ne savais pas quoi penser. Maître Raphaël Cormier exerce dans un cabinet de la rue Carnot, à 5 minutes à pied de la rue Lamartine. Je l'avais croisé plusieurs fois au fil des années. Au dîner de la confrérie des vignerons du Mâconnais, où il venait en qualité de passionné de la région, plutôt que comme professionnel. Et il m'avait toujours donné l'impression d'un homme précis
qui choisissait ses mots avec le soin d'un chirurgien choisissant ses instruments. Il avait 56 ans. Son nom apparaissait sur plusieurs des documents les plus récents de la chemise rouge. Je suis allé le voir sans prévenir, un mardi de mars, sous une pluie fine qui rendait les trottoirs de Mâcon glissants et qui fait que les passants marchent avec ce regard tourné vers le bas et cet air de personnes qui ont renoncé à leur journée. Maître Cormier m'a reçu immédiatement. Il avait l'air de quelqu'un qui attendait ma visite depuis un certain temps. Je veux m'arrêter ici une seconde, parce que je sens que ce que je vais vous raconter ensuite mérite qu'on soit bien installé. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez à ce point de l'histoire. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, découvrir que quelqu'un que vous aimiez avait pris une décision à votre place, même avec les meilleures intentions du monde? Mettez-le dans les commentaires. Je lis tout. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment, parce que demain il y aura une nouvelle histoire, et après-demain aussi, et chacune d'entre elles parle de quelque chose de vrai. Appuyez sur le j'aime si vous voulez que je continue. Maintenant, voici ce que Maître Cormier m'a expliqué. Il y a 22 ans, Michel avait découvert quelque chose. La nature exacte de ce qu'il avait découvert est technique, liée au mécanisme du droit des sociétés et aux garanties personnelles que mon mari avait signées quelques années plus tôt dans le cadre d'un investissement professionnel. Mais le résultat concret était ceci. Une dette d'entreprise risquait de se retourner contre notre patrimoine personnel. Pas seulement les économies, mais éventuellement la maison de la rue Lamartine, la maison où nous vivions. Celle dont les fenêtres donnent sur les toits du centre historique. Celle dont la 4e marche de l'escalier crie d'une manière reconnaissable entre toutes. Michel avait pris peur. Une peur silencieuse, de celle qu'on ne montre pas parce qu'on a l'impression que les montrer les rend plus réelles. Il avait cherché une solution rapide. Et la solution rapide qui s'était présentée était la vente du domaine de l'Orme Blanc à un groupe d'investisseurs de Lyon, une vente qui permettrait de liquider immédiatement la partie de la dette qui pesait le plus lourd. Le problème était que le domaine était en partie à mon nom. Partie de la succession de mon père, partie de mon identité, il ne pouvait pas être vendu sans ma signature. J'étais à l'hôpital. Une opération du genou, pas grave, mais qui m'avait immobilisé pendant 3 semaines et anesthésié pendant 24 heures. Michel avait rendu visite à un notaire, pas Maître Cormier qui n'était pas encore établi à Mâcon à cette époque, mais un autre, plus âgé, qui avait pris sa retraite depuis et qui est mort il y a 4 ans. Et avec ce notaire, il avait produit un document de cession signé de mon nom. Il n'y avait pas eu de procuration. Il y avait eu une imitation de signature. Maître Cormier me l'a dit avec la précision d'un homme qui a appris à annoncer des choses difficiles sans les dramatiser ni les minimiser. Il a posé sur son bureau la copie du contrat original et il a mis à côté un exemplaire récent de ma signature pour que je puisse comparer. Je n'ai pas eu besoin de regarder longtemps. L'imitation était honnête mais imparfaite. Mon J avait une façon de se fermer sur lui-même que Michel n'avait pas tout à fait reproduite. J'ai regardé ces 2 signatures pendant longtemps. Celle que l'on fait à 20 ans et celle que l'on fait à 77 ans ne se ressemblent pas. Les nôtres non plus. Puis Maître Cormier m'a expliqué la suite. Quand la situation financière s'était améliorée, Michel avait voulu récupérer le domaine. Il avait découvert que la propriété avait été subdivisée et revendue en plusieurs parcelles à des propriétaires différents. Racheter le domaine ne voulait pas dire acheter une seule chose. Cela voulait dire acheter 22 choses, une par une, au rythme où elles se libéraient, au rythme où les propriétaires successifs acceptèrent de vendre, au rythme où Michel disposait de l'argent nécessaire. Pour financer ses rachats, il avait vendu une participation qu'il détenait dans une société de matériel agricole, société dans laquelle il avait investi modestement dans les années 90 et qui avait bien prospéré. Il avait aussi économisé méthodiquement sur sa retraite pendant les dernières années, refusant certaines dépenses que je lui proposais, disant qu'il n'avait besoin de rien, que les choses dont nous disposions étaient largement suffisantes. Je pensais que c'était la frugalité de la vieillesse. C'était quelque chose d'autre. Le dernier contrat de rachat avait été signé 6 mois avant sa mort. Ce dernier contrat réunifiait légalement l'intégralité du domaine de l'Orme Blanc en mon nom exclusif. Mon nom, pas le sien, le mien. Maître Cormier avait été mandaté pour recevoir ce document définitif et le remettre à la date choisie par Michel.
Michel avait d'abord dit qu'il voulait me le remettre lui-même, qu'il voulait tout expliquer en même temps, que le document n'aurait de sens que si la confession l'accompagnait. Mais les mois avaient passé, et Michel n'avait pas trouvé comment commencer cette conversation. La chemise rouge, les 22 lettres, la petite boîte en bois sous la maquette. C'était la confession écrite, celle qu'il avait commencée quand il avait renoncé à la faire à voix haute, ou peut-être en parallèle, comme une répétition qu'il n'arrivait pas à transformer en représentation. Bérengère m'attendait chez moi ce soir-là. Elle avait préparé à dîner une soupe de légumes et une tranche de jambon, le genre de repas que l'on prépare quand on veut prendre soin de quelqu'un sans faire trop de bruit. Nous avons mangé ensemble sans beaucoup parler. Puis elle m'a expliqué comment elle avait découvert le secret de son père. 2 ans plus tôt, elle était venue à la maison pendant que j'étais chez le médecin pour un contrôle de routine. Elle cherchait dans le bureau de son père un document de garantie pour une machine à laver qu'elle avait achetée et qui était tombée en panne parce qu'elle se souvenait que Michel gardait tous les documents dans les mêmes classeurs. En cherchant, elle avait trouvé une carte. Pas une carte routière ordinaire, mais une carte cadastrale avec des annotations manuscrites et plusieurs parcelles encerclées. Elle avait reconnu le nom du domaine de l'Orme Blanc dans un coin de la carte. Elle avait interrogé son père, directement, simplement. Et Michel, après un long silence, lui avait tout dit. Pas pour se justifier, mais parce que sa fille le regardait avec des yeux qui ne lâchaient pas, et qu'avec ces yeux-là, il n'avait plus la force de mentir. Il lui avait demandé une seule chose. Une seule. Ne défends pas ma décision quand ta mère saura. Laisse-la réagir comme elle le devra. Ne lui explique pas pourquoi j'ai cru bien faire. Laisse-lui la liberté de décider ce qu'elle pense de moi après avoir tout compris. Bérengère avait accepté. 2 années de silence. 2 années à me regarder parler de Michel avec tendresse sans pouvoir me dire ce qu'elle savait. Elle m'a dit que certains soirs, en rentrant chez elle après une visite à la maison, elle pleurait dans sa voiture sur le trajet du retour, parce que le silence lui pesait et qu'elle n'avait nulle part où le poser. Je l'ai regardée pendant qu'elle me racontait ça. Ma fille, 49 ans, avec les mains de sa grand-mère maternelle et les yeux de son père. Et j'ai pensé que Michel avait demandé à notre enfant de porter quelque chose qu'il n'avait pas été capable de porter lui-même. Ce n'était pas une pensée de colère. C'était une pensée triste, d'une tristesse particulière, de celles qui ne cherchent pas à accuser mais qui reconnaissent simplement qu'une erreur a été faite. Les 22 lettres. J'ai commencé à les lire le lendemain matin, seul, avec mon café, au coin de la fenêtre qui donne sur les toits. Une lettre par jour. Ce n'était pas une règle que je m'étais fixée consciemment. C'était juste le rythme que le travail semblait réclamer. La première lettre était courte. Michel y expliquait le contexte financier, la découverte de la dette, la peur de perdre la maison, la décision prise en quelques jours. L'écriture était appliquée comme celle d'un élève qui rend un devoir difficile. À la fin, une seule phrase sortait du registre factuel. Il avait écrit « J'aurais dû te faire confiance. Je croyais te protéger, et je n'ai pas compris qu'on ne protège pas quelqu'un en lui retirant le droit de décider. » La deuxième lettre parlait du premier achat. La première parcelle, acquise 19 ans plus tôt dans le secteur et du domaine, là où mon père avait planté les premières vignes en 1922. Michel décrivait la réunion avec le propriétaire, un entrepreneur de Crèche-sur-Saône, qui avait acheté cette portion lors de la dispersion du domaine et qui avait envisagé d'y construire une maison de vacances avant de changer d'avis. Le ton de la lettre était plus libre que le premier, moins formel. Michel y avait écrit. Quand il m'a tendu le stylo pour signer, mes mains tremblaient. J'espère que ça ne se voyait pas. J'avais l'impression de faire quelque chose qui avait du sens pour la première fois depuis longtemps. Si vous êtes encore là, si vous avez suivi jusqu'ici, je veux vous remercier. Ce n'est pas une histoire facile à raconter. Ce n'est pas une histoire avec de bons et des méchants clairement délimités. C'est une histoire sur la façon dont les gens qu'on aime peuvent nous faire du mal précisément parce qu'ils nous aiment, et sur la longue, lente, silencieuse tentative de se racheter. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà connu quelqu'un comme Michel, quelqu'un qui avait du mal à dire les choses et qui essayait de les réparer sans les nommer. Et abonnez-vous si vous voulez entendre la suite. Parce que la suite, c'est ce qui s'est passé quand j'ai ouvert la dernière lettre dans la cuisine avec Bérengère et que j'ai compris pourquoi son père avait les yeux rouges tous les dimanches matins. Ce que vous pensez, j'aimerais que vous le laissiez dans les commentaires.
Ça compte pour moi, vraiment. Les 22 lettres couvraient 22 ans. Chacune documentait un rachat, une négociation, une parcelle rendue. Mais elle faisait autre chose aussi. Elle documentait Michel. Ses doutes, ses nuits sans sommeil, ses raisonnements circulaires, ses tentatives de trouver les mots justes et ses abandons répétés. Il y avait dans ces lettres une honnêteté que je ne lui avais peut-être jamais connue à voix haute. L'honnêteté des gens qui peuvent écrire ce qu'ils ne peuvent pas dire. Dans la 12e lettre, celle du milieu de la série, il avait écrit quelque chose que j'ai relu plusieurs fois. Il avait écrit « Je confondais l'amour avec le droit de décider à ta place. » Je pensais que si mes intentions étaient bonnes, la méthode l'était aussi. J'ai mis beaucoup d'années à comprendre que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, qu'on peut aimer quelqu'un profondément et lui retirer quelque chose d'essentiel en croyant l'aider. Cette phrase, je la porte encore. Thierry Monod m'a reçu dans la vieille maison de Pierre du Domaine, celle dont ma mère disait que les murs avaient gardé l'odeur de toutes les vendanges depuis celle de 1922. Il avait préparé du café et des galettes de la boulangerie du village. La pluie avait cessé et la lumière de Mars sur les vignes avait cette qualité particulière, nette et froide, qui fait que le mâconnais en hiver ressemble à quelque chose de dessiné au crayon plutôt que peint. Thierry m'a expliqué les visites de Michel. Les dimanches où il arrivait avec sa sacoche, marchait entre les rangées, vérifiait que les pieds étaient bien taillés, que les fils de fer maintenaient correctement les bras de la vigne. Il posait des questions techniques à Thierry, des questions précises qui montraient qu'il avait appris, au fil des années, ce qu'il n'avait pas su au début. Il avait appris par amour de ce que je n'avais pas perdu, ou plutôt de ce qu'il s'était promis que je ne perdrais pas définitivement. Et avant de partir, la petite plaque de laiton. Thierry les avait placés lui-même, sur la maquette et dans les vignes, à la demande de Michel. Une plaque par parcelle récupérée, une date par plaque, le nom de Josette Varenne sur chaque document de propriété. Pas Michel Varenne, Josette Varenne. Je suis resté longtemps dans la vieille maison de Pierre ce jour-là. Thierry m'a laissé seul après un moment, avec un tact naturel d'homme habitué à laisser les gens tranquilles avec ce qu'ils ont besoin de tenir. Je me suis assise dans la salle principale, là où mon père se réunissait avec les vendangeurs le premier jour des récoltes, et j'ai regardé par la fenêtre les rangées de vignes qui descendaient vers la vallée. Il y avait une question que je n'arrivais pas à résoudre. Pas la question de la trahison, pas la question du pardon, qui sont des mots trop grands pour ce que je vivais. La question plus petite et plus difficile. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si Michel me l'avait dit à l'époque? Si, ce soir de septembre il y a 22 ans, il m'avait dit la vérité au lieu de me raconter l'histoire de la procuration et des dettes de Robert, j'aurais peut-être dit non. J'aurais peut-être dit qu'il fallait trouver une autre solution. J'aurais peut-être pleuré, refusé, exigé qu'on garde le domaine quitte à perdre autre chose. Et peut-être, dans ce scénario que Michel n'avait pas osé imaginer, nous aurions perdu la maison de la rue Lamartine et gagné quelque chose d'autre, une décision partagée, un deuil traversé ensemble, une vérité qui ne laisse pas de porte fermée au fond du couloir pendant 22 ans. C'est ça, je crois, qui me pesait le plus, pas ce qui avait été fait, ce qui n'avait pas été possible parce que le choix m'avait été retiré. Ce n'est pas la perte du domaine que je n'avais pas pu pleurer, c'est la conversation que nous n'avions pas eue. La dernière lettre. Bérengère était là quand je l'ai ouverte. Nous étions à la table de la cuisine, les 21 premières lettres rangées en ordre devant moi, la fenêtre ouverte sur la rue Lamartine, où les hirondelles revenaient de leur absence hivernale. C'est ce que je me souviens le plus clairement de ce moment. Le bruit des hirondelles dehors et le silence à l'intérieur, sauf pour le froissement du papier quand j'ai déroulé la lettre numéro 22. Michel y avait écrit que le motif de ces dimanches dans la pièce fermée n'était pas seulement le suivi des contrats de rachat. Il écrivait, il cherchait les mots, il recommençait, il brûlait les versions ratées dans la cheminée du bureau, il gardait les ébauches qui lui semblaient s'approcher de quelque chose de juste. 22 ans de lettres à une femme qui dormait de l'autre côté du couloir. Il avait écrit aussi que Bérengère savait depuis 2 ans, qu'il lui avait demandé une seule chose, qu'il écrivait ceci comme une explication de cette demande. Il voulait que sa fille entende d'abord la vérité entière avant d'être tentée de défendre ou d'excuser. Parce que le premier mouvement, celui de protection de l'enfant pour le parent, même à 47 ans, est naturel et compréhensible, mais aveugle. Et il ne voulait pas de cette cécité.
Il voulait que sa femme ait accès à la vérité dans toute sa clarté, même si cette clarté lui faisait du mal. La phrase finale de la dernière lettre. Je vous la donnerai bientôt. Mais d'abord, je dois vous dire ce que j'ai fait après l'avoir lu. Ce que j'ai fait était simple. J'ai regardé Bérengère et j'ai demandé « Combien de dimanches ton père est-il resté seul devant cette maquette ?» Et Bérengère a répondu qu'il marquait chaque nouvelle parcelle récupérée avec une petite plaque dorée et qu'il restait assis devant la maquette après avoir posé la plaque, parfois pendant 1 heure, sans rien faire d'autre que regarder. J'ai compris alors que les yeux rouges n'étaient pas la poussière, qu'ils n'avaient jamais été la poussière. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas à cause de l'agitation, pas à cause de la colère, à cause de quelque chose de plus difficile à nommer, quelque chose qui ressemble à la sensation de tenir un objet fragile dans des mains qui ne savent plus très bien ce qu'elles doivent en faire. La lettre numéro 22 était posée sur la table de nuit, à la place où Michel posait autrefois ses lunettes et le roman qu'il lisait avant de s'endormir. Il lisait lentement, mon mari. Il prenait parfois 3 mois pour finir un livre de 200 pages parce qu'il relisait les passages qui lui plaisaient, et parfois il s'arrêtait au milieu d'une phrase et regardait le plafond pendant un long moment avec l'expression de quelqu'un qui vient de comprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il lisait. Je me demandais combien de fois, au cours de ses 50 ans, il avait regardé le plafond en pensant à la porte fermée au fond du couloir. La nuit à Mâcon, en mars, est silencieuse, d'une façon particulière. Pas le silence des endroits sans bruit, mais le silence des endroits où les bruits ont trouvé leur place et n'attirent plus l'attention. La 4e marche de l'escalier ne crie que si quelqu'un la foule, et cette nuit-là, personne ne la foulait. Les géraniums sur le rebord de la fenêtre étaient immobiles. La vieille horloge du salon égrenait ses secondes avec la régularité d'un cœur qui n'a jamais connu l'inquiétude. J'ai pensé à mon père. Mon père avait une façon de marcher dans les vignes qui me revient parfois dans des moments inattendus. Il posait les pieds avec précaution, pas par peur de tomber, mais par respect pour la terre, comme quelqu'un qui entre dans une pièce où quelqu'un d'important est en train de dormir. Je lui avais demandé une fois pourquoi il marchait comme ça, et il avait répondu qu'une vigne qui travaille bien ressemble à quelqu'un qui pense, et qu'on ne dérange pas quelqu'un qui pense. Mon père aurait-il pardonné à Michel? Je ne sais pas. Mon père était un homme de principe tranquille, de ceux qui ne font pas de discours, mais dont les silences sont éloquents. Il aurait peut-être regardé Michel de cette façon qu'il avait de regarder les choses qu'il n'approuvait pas, sans rien dire, mais avec des yeux qui disaient tout ce que la bouche gardait. Et puis il aurait peut-être aussi regardé les 22 plaques de laiton sur la maquette, et il aurait peut-être fait ce geste qu'il faisait parfois, incliner légèrement la tête de côté, quand quelque chose l'amenait à reconsidérer ce qu'il pensait avoir compris. Je me lève tôt, habituellement. 5h30, 6h. L'âge vous rend le sommeil inutilement avaricieux. Ce matin-là, j'étais debout à 4h30, debout et dans la cuisine, avec le café qui chauffait et la rue Lamartine encore obscure derrière la vitre. J'ai pris la lettre numéro 22 avec moi. Je l'ai posée à plat sur la table. Et j'ai commencé à la relire, cette fois sans Bérengère, cette fois seule avec les mots de Michel et le bruit de la cafetière. La phrase finale de cette lettre. Michel avait écrit « Ta mère avait une façon de s'asseoir dans les vignes quand elle était fatiguée. Elle s'asseyait entre 2 rangées, et elle regardait vers la vallée, et elle avait l'air d'appartenir à cet endroit comme la pierre et le calcaire appartiennent à cette terre. Tu avais la même façon. Je l'ai vue te la transmettre, et pendant 22 ans, j'ai essayé de faire en sorte que cet endroit t'appartienne encore. Je n'y ai pas réussi comme je l'aurais voulu, parce que ce que tu avais perdu n'était pas la terre, c'était la décision. J'ai lu cette phrase plusieurs fois. Puis j'ai bu mon café en regardant la rue s'éclairer progressivement, les premiers vélos, les premiers piétons, la boulangerie en face qui allumait ses lumières à 6h moins le quart comme tous les matins depuis 30 ans. Michel avait compris. Il avait compris, à un moment donné au cours de ces 22 années de dimanches solitaires, ce qui avait vraiment été pris. Pas la terre. La décision. Cette compréhension-là, elle ne s'invente pas. Elle vient d'une longue fréquentation de sa propre erreur, d'une longue conversation avec soi-même que personne d'autre n'entend. Je veux m'arrêter ici,
parce que je sais que certains d'entre vous sont en train d'écouter ceci tard dans la nuit, ou tôt le matin, peut-être dans une cuisine qui ressemble un peu à la mienne, avec un café qui refroidit à côté. Est-ce que vous êtes toujours là? Dites-moi dans les commentaires comment vous vivez cette histoire jusqu'ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui a eu du mal à dire les choses et qui les a réparées autrement, silencieusement, sans que vous le sachiez? Je serais touchée de lire vos mots. Et si cette histoire vous rejoint quelque part de vrai, n'oubliez pas le petit « j'aime ». C'est une façon simple de me dire que vous êtes là. Abonnez-vous si vous voulez entendre la fin, parce que la fin arrive dans la prochaine partie, et elle m'a coûté des semaines à trouver comment la raconter. Maintenant, continuons. Les semaines qui ont suivi l'ouverture de la porte de chêne ont eu une texture particulière. Pas chaotique, pas dramatique au sens où le mot est habituellement employé. Plutôt intense de l'intérieur, avec cette qualité des périodes de la vie, où l'on réexamine des choses que l'on croyait avoir réglées depuis longtemps, et où l'on découvre qu'elles n'étaient pas réglées, mais simplement rangées. Je me suis mise à marcher davantage. C'est quelque chose que je fais quand je dois penser sans me forcer à penser, quand je veux que les idées viennent d'elles-mêmes plutôt que d'être convoquées. Mâcon est une ville qui se prête bien à la marche, surtout au printemps, quand les platanes commencent à reverdir et que le mâcon rose apparaît sur les tables des cafés et que les gens recommencent à s'asseoir en terrasse avec l'air de quelqu'un qui a mérité quelque chose. Je marchais jusqu'au bord de la Saône parfois. Je m'asseyais sur un des bancs face à l'eau et je regardais les bateaux passer lentement avec cette tranquillité des embarcations fluviales qui n'ont rien à prouver. La Saône à Mâcon a une couleur particulière selon l'heure. Vert foncé le matin, puis un gris nacré vers midi, puis un orange profond quand le soleil descend. Michel aimait regarder la Saône. Nous avions eu des habitudes de marche là-bas quand les enfants étaient petits, le dimanche après le déjeuner, les enfants qui couraient devant, et Michel qui tenait mon bras. Je cherchais à comprendre comment j'allais organiser ce que je savais maintenant. Pas comment pardonner, encore une fois ce mot trop grand pour ce que je vivais, mais comment intégrer cette vérité dans la façon dont je me souvenais de notre vie ensemble. Parce que notre vie ensemble était réelle. 50 ans de matins partagés, de repas préparés, de maladies traversées, d'anniversaires célébrés, de deuils portés côte à côte, le voyage en Bretagne pour nos 25 ans de mariage, sous une pluie qui n'avait pas cessé de tout le séjour et dont nous avions ri pendant des années. La naissance de Bérengère, ce soir de novembre, où Michel avait pleuré dans le couloir de la maternité, avec la maladresse touchante des hommes de sa génération qui n'avaient pas appris qu'on pouvait pleurer de joie. Les hivers, où la chaudière tombait en panne et où on mangeait enroulé dans des couvertures, en se demandant comment nos ancêtres avaient survécu. Tout cela était vrai. La porte fermée au fond du couloir ne l'effaçait pas. Elle l'éclairait différemment, comme on éclaire différemment un tableau en changeant la position de la lampe. Le tableau reste le même, mais certains détails qu'on n'avait pas vus apparaissent. Ce qui apparaissait, maintenant que la lampe avait changé de position, c'était quelque chose que j'aurais peut-être dû voir avant. Michel avait une façon de prendre soin des problèmes seul, pas par orgueil, je crois, par une conviction ancienne, probablement héritée, que les difficultés doivent être résolues avant d'être partagées, que présenter un problème sans solution équivaut à présenter une charge, et qu'une charge partagée reste une charge, tandis qu'une solution partagée devient un cadeau. C'était une façon de voir les choses qui avait ses racines dans son enfance. Michel avait grandi dans une famille du Charolais, côté Creuse, une famille d'agriculteurs dont l'horizon pratique ne dépassait pas les limites de l'exploitation et dont le vocabulaire affectif était fait de gestes plutôt que de mots. Son père ne disait pas « je t'aime », mais réparait votre vélo à minuit pour que vous puissiez partir le lendemain matin à l'heure. Sa mère ne disait pas « je suis fière de toi », mais cuisinait votre plat préféré le jour de votre anniversaire sans que vous ayez besoin de le rappeler. Michel avait grandi dans ce langage-là. Et ce langage, appliqué à une erreur grave, donnait 22 ans de rachat silencieux plutôt qu'une confession. Pas parce que la confession lui semblait moins honnête, parce qu'elle lui semblait moins réelle, moins concrète, moins digne de confiance que quelque chose qu'on pouvait tenir entre les mains, des actes notariés, des plaques de laiton, des parcelles de terre rendues une par une. Je ne dis pas que c'était juste. Je dis que c'était lui. Bérengère est venue plusieurs fois dans ces semaines-là.
Elle arrivait en fin d'après-midi, parfois avec des provisions, parfois avec rien, et nous nous asseyions dans le salon avec du thé ou du café selon l'heure, et nous parlions ou nous ne parlions pas, et les deux étaient également acceptables. C'est une chose que j'aime profondément chez ma fille, cette capacité à occuper le silence sans l'alourdir. Un soir, elle m'a demandé si j'étais en colère. J'ai réfléchi avant de répondre. La colère, je l'avais cherchée dans les premiers jours. Pas de façon consciente, mais j'avais exploré ma réaction intérieure en cherchant à identifier ce que je ressentais, et parmi les choses que j'avais trouvées, la colère était là, mais pas seule et pas dominante. Il y avait quelque chose de plus ancien et de plus compliqué que la colère. Une sorte de tristesse pour le dialogue que nous n'avions pas eu. Et sous cette tristesse, quelque chose de presque inattendu. Une forme d'admiration pour la ténacité de cet homme qui avait passé 22 ans à réparer en silence ce qu'il avait fait seul. L'admiration ne disculpe pas. Elle coexiste simplement avec le reste. C'est une des choses que l'âge vous apprend si vous avez un peu de chance. Les sentiments contraires peuvent occuper le même espace au même moment sans se détruire mutuellement. J'ai répondu à Bérengère que j'étais plus mélancolique qu'en colère, que ce qui me restait le plus sur le cœur n'était pas le domaine vendu, mais les conversations qui n'avaient pas eu lieu. Toutes les fois où j'aurais pu lui dire que j'aurais été capable d'entendre la vérité. Toutes les fois où peut-être il avait voulu commencer et n'avait pas su. Bérengère a hoché la tête, puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Elle a dit « Il vous aimait à la façon dont il savait aimer maman. C'est parfois insuffisant, mais c'était réel, oui, c'était réel. » Dans ces mêmes semaines, j'ai pris une décision concernant la pièce au fond du couloir. Je n'allais pas la conserver telle qu'elle, comme un musée ou un sanctuaire. Ce n'aurait pas été juste, pas pour lui et pas pour moi. Un sanctuaire fige les choses. Ce que je voulais faire de ce que Michel avait construit dans cette pièce, c'était le mettre en mouvement, pas l'effacer, le continuer autrement. J'ai appelé Thierry Monod. Je lui ai expliqué mon idée. Il a écouté sans interrompre, comme il fait toujours, puis il a dit que c'était une bonne idée et qu'il pouvait m'aider. J'ai appelé Maître Cormier. Lui aussi a écouté et dit qu'il pouvait s'occuper de la partie administrative dans les délais qui me conviendraient. J'ai attendu encore quelques semaines avant d'appeler Bérengère pour lui en parler. Je voulais que l'idée soit bien formée dans ma tête avant de la partager, que ce soit une décision et non une réaction. Quand je lui ai expliqué ce que je voulais faire, elle a pleuré. Pas de tristesse. De cette façon qu'ont parfois les larmes d'exprimer quelque chose que les mots ne contiendraient pas assez bien. Voilà où j'en étais. Voilà le terrain dans lequel quelque chose de nouveau allait devoir pousser. Et si vous êtes toujours là, je vous demande une chose. Laissez un commentaire avec le prénom d'une personne dans votre vie qui a du mal à dire les choses, mais qui les fait quand même. Juste un prénom. Vous n'avez pas à expliquer. Je lirai chacun d'entre eux avec soin. Partagez cette histoire aussi si vous pensez qu'elle peut rejoindre quelqu'un que vous aimez. Et abonnez-vous parce que demain, il y aura une nouvelle histoire ici, et après-demain aussi. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé en relisant les lettres numéro 7, numéro 13 et numéro 19. Ces 3 lettres étaient différentes des autres. Plus longues, l'écriture moins appliquée, comme si Michel avait écrit vite, sans se corriger, poussé par quelque chose qui ne voulait pas attendre. Dans la lettre numéro 7, il avait décrit un dimanche particulier où il était allé marcher dans les vignes du domaine, pas les vignes qui lui appartenaient encore, celles d'un propriétaire qui avait refusé de vendre et avec qui il était en négociation difficile. Il avait marché jusqu'à la limite de la parcelle, s'était arrêté à la borne cadastrale et avait regardé de l'autre côté de la limite vers la terre qu'il ne pouvait pas encore récupérer. Il avait écrit « Je me suis souvenu du jour où ton père m'a emmené pour la première fois dans les vignes. Il marchait devant et ne se retournait pas, mais il savait que je le suivais. Je ne comprenais pas encore ce que je regardais. Lui le savait. Il regardait quelque chose que je ne voyais pas encore. Debout à cette borne, j'ai eu l'impression de comprendre enfin ce qu'il regardait. La lettre numéro 13 était la plus courte de toutes, à peine une page. Michel y écrivait qu'il avait eu une mauvaise nouvelle médicale cette année-là, rien de grave, mais un avertissement, et que l'avertissement l'avait amené à recalculer le temps qu'il lui restait et la façon dont il voulait l'utiliser. Il avait écrit « J'ai pensé que c'était peut-être le moment de tout te dire. J'ai préparé ce que je voulais dire. J'ai répété.
Et puis, le soir où j'avais décidé de commencer, tu as ri d'une façon que tu as quand tu es heureuse, un rire qui part du ventre et qui illumine toute la pièce. Et je n'ai pas pu. Je me suis dit que je te dirais demain. Et demain est devenu une autre année de dimanche. Cette phrase. Je me suis dit que je te dirais demain. Et demain est devenu une autre année de dimanche. Je l'ai copiée dans un carnet que je tiens depuis le mois de mars. Pas pour m'en souvenir. Je m'en souviendrai sans l'écrire. Pour l'avoir quelque part en dehors de moi, pour qu'elle existe indépendamment de ce que j'en fais. La lettre numéro 19 était celle où Michel avait le plus clairement exprimé ce qu'il avait compris de son erreur. Pas ce qu'il avait fait, mais ce qu'il avait compris. Il avait écrit sur 2 pages entières une réflexion sur la différence entre protéger quelqu'un et décider à sa place. Il avait utilisé une image que je ne lui connaissais pas, celle d'un jardinier qui, pour protéger une plante du froid, la transplante sans lui demander son avis dans une serre chauffée. La plante survit. Mais elle perd le contact avec la terre, la pluie, le vent, les variations de température qui font partie de ce qu'elle est. Le jardinier croit avoir bien fait. Et d'une certaine façon, il a bien fait. Mais d'une autre façon, il a soustrait à la plante quelque chose d'essentiel à sa nature. Michel avait conclu cette lettre par ces mots. « Je t'ai transplanté dans une serre sans te demander si tu voulais de cette serre. Et maintenant, j'essaie de te remettre dans le jardin. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est jamais pareil de revenir où on n'a pas choisi de quitter. » J'ai refermé la lettre numéro 19 et je l'ai tenue serrée entre mes mains un long moment. Comme on tient quelque chose de fragile qu'on ne veut pas laisser tomber. Maître Cormier m'a aidé à comprendre le cadre légal de ce qui s'était passé il y a 22 ans et de ce que Michel avait accompli dans les années suivantes. Le détail de la signature imitée représentait techniquement une irrégularité, mais le délai de prescription rendait toute poursuite impossible et de toute façon totalement contraire à ce que je voulais. Ce que je voulais n'avait rien à voir avec des poursuites. Ce que je voulais, c'était comprendre. Et Maître Cormier m'a aidé à comprendre quelque chose d'important. Les derniers documents de rachat, ceux signés dans les 5 dernières années, étaient irréprochables. Michel avait fait établir chaque acte avec une rigueur méticuleuse, chaque parcelle transférée dans les règles, chaque propriétaire précédent indemnisé selon le marché. Il avait refait les choses proprement, avec les mêmes instruments du droit qu'il avait utilisés de façon bancale 20 ans plus tôt, comme s'il avait voulu que la réparation soit, elle, sans défaut. Thierry Monod m'a invité à marcher dans les vignes un dimanche d'avril. Un de ces dimanches de printemps mâconnais où l'air sent la terre qui s'ouvre et où les bourgeons aux extrémités des sarments ont cette couleur d'un vert si tendre qu'on dirait qu'ils ne sont pas encore tout à fait décidés à exister. Nous avons marché pendant 2 heures. Thierry me montrait les changements des dernières années, les zones où des pieds avaient été replantés, une rangée où une maladie avait été traitée et dont la vigne récupérait bien, le secteur nord où une nouvelle cuve avait été installée dans le chai. Il parlait avec cette précision des gens qui aiment vraiment ce dont ils parlent, sans effet, sans fioriture, juste les mots exacts pour les choses exactes. À un moment, nous nous sommes arrêtés au bout de la rangée la plus haute, là où le coteau commence à se pencher vers la vallée et où on voit fuisser en bas et plus loin les courbes de la Saône et derrière, par temps clair, les premiers reliefs du Jura. Mon père s'arrêtait toujours à cet endroit. Il disait que de là, on voyait tout ce qu'il fallait voir pour comprendre pourquoi cette terre avait de la valeur. Je me suis arrêté, j'ai regardé. Et pour la première fois depuis l'ouverture de la porte de chêne, j'ai pleuré. Pas des larmes de colère ou de trahison. Des larmes qui avaient la couleur de la tristesse douce, celle qu'on ressent pour quelque chose qu'on aimait et qu'on croit avoir perdu et qu'on retrouve changé, mais toujours là. Thierry a attendu sans rien dire. C'est ce qu'on fait quand on est sage. On attend. Ce qu'il faut comprendre sur le domaine de l'orme blanc, c'est qu'il n'a jamais été qu'un vignedo. Les vignes, oui. Les coteaux, l'exposition plein sud, le calcaire particulier du sol, le chardonnay que mon grand-père avait choisi parce qu'il était convaincu que ce cépage et cette terre avaient quelque chose à se dire l'un à l'autre. Tout cela était réel, et tout cela avait de la valeur. Mais ce n'était pas pour ça que mon père marchait entre les rangées le dimanche matin avec ses pieds prudents de quelqu'un qui ne veut pas déranger ce qui pense. C'était pour ce que représente une propriété familiale quand elle dure assez longtemps. Une continuité.
un fil tendu entre les gens qui sont morts et ceux qui vivent et ceux qui vivront. Mon grand-père avait planté. Mon père avait cultivé. Et moi, j'avais appris à lire dans la vigne le sens de cet effort accumulé, de cette patience transgénérationnelle qui est peut-être la seule forme d'immortalité que les gens ordinaires puissent espérer. Michel avait compris ça aussi. Il l'avait compris trop tard, ou peut-être à temps mais sans les mots pour le dire, et c'est pour ça que pendant 22 ans, il avait marché entre ses rangées avec la sacoche de cuir et les petites plaques de laiton, tentant de réparer non pas la perte de la terre mais la rupture du fil. Je veux vous parler maintenant de ce que j'ai décidé de faire. Mais d'abord, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous sentez, comme moi, que cette histoire est en train de se transformer en quelque chose d'autre que ce qu'elle semblait être au début? Dites-le moi dans les commentaires. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Êtes-vous seul ou quelqu'un est-il avec vous? Je pose ces questions parce que cette histoire mérite d'être entendue en bonne compagnie, même si cette compagnie c'est juste votre propre présence à vous-même, dans la lumière de votre cuisine ou dans l'obscurité de votre chambre. Laissez un j'aime si vous voulez que je continue à raconter ce genre d'histoire. Partagez avec quelqu'un à qui elle pourrait faire du bien. Et abonnez-vous parce que demain, une autre grand-mère française aura quelque chose à vous confier. Maintenant, voici ce que j'ai décidé. La pièce de chêne au fond du couloir. J'ai commencé par enlever la serrure. Pas par symbole, ou pas seulement par symbole, mais parce qu'une pièce qui n'a plus de secret n'a plus besoin de se fermer à clé. J'ai demandé à un serrurier de la rue Victor Hugo de la retirer proprement et de boucher le trou avec une pièce de bois de la même couleur. Le serrurier était un homme d'une 50aine d'années avec des mains habituées au métal et il n'a pas posé de questions, ce que j'ai apprécié. Puis j'ai ouvert les fenêtres de la pièce. Depuis combien d'années n'avaient-elles pas été ouvertes? Je ne sais pas. L'air qui est entré sentait le tilleul du trottoir et le café de la boulangerie d'en face et quelque chose d'indéfinissable qui est l'odeur du printemps quand il commence vraiment. La maquette. Je ne pouvais pas la laisser là, dans cette pièce qui avait été une cellule de pénitence, même une cellule que Michel s'était construite lui-même. La maquette méritait un autre endroit. Elle méritait d'être là où les choses qu'elle représentait existaient vraiment. J'ai appelé Thierry. Il est venu avec un camion et 2 hommes du domaine, et ensemble, avec beaucoup de précautions parce que la maquette était fragile et lourde, nous l'avons transportée depuis la rue Lamartine jusqu'au domaine de l'Orme Blanc, jusqu'au Vieux Chai, la salle où les vendangeurs suspendèrent leurs tabliers et où l'odeur de la vendange s'est accrochée aux pierres pour plusieurs générations. C'est là que la maquette vit maintenant. Sur une grande table de bois au centre du chai, entourée des outils anciens que Thierry a gardés accrochés au mur, les serpettes, les paniers d'osier, les entonnoirs de cuivre de l'époque de mon grand-père. La maquette au milieu de tout ça ressemble à ce qu'elle est, le témoignage d'un travail long et patient accompli par un homme qui aimait quelque chose sans savoir complètement comment le dire. J'ai apporté aussi les 22 lettres, pas pour les exposer, elles ne regardent que moi et Bérangère, et peut-être un jour les enfants de Bérangère si elles jugent que c'est utile pour eux de les lire. Mais je les ai apportées dans le chai parce que je voulais qu'elles soient là où les choses dont elles parlaient existaient vraiment, comme ramener quelqu'un là où il appartient. Avec Bérangère et Thierry et Maître Cormier, nous avons passé plusieurs semaines à travailler à ce que j'avais en tête. Un petit espace, dans le chai, dédié à la mémoire de ceux qui avaient travaillé le domaine au fil des décennies. Pas Michel seul, pas mon père seul. Tous ceux qui avaient mis les mains dans cette terre, les vendangeurs saisonniers qui revenaient chaque année depuis le Limousin ou le Portugal, le vieux Guénaud qui avait été régisseur du domaine pendant 30 ans avant Thierry, et qui connaissait chaque pied de vigne par son emplacement exact sur le coteau. Sur le mur principal du chai, j'ai fait placer 2 documents côte à côte sous verre. Le premier est une copie du contrat original de vente, celui signé il y a 22 ans avec la signature imitée. Le second est le dernier acte de rachat, celui signé 6 mois avant la mort de Michel, avec mon nom inscrit en haut de la première page, Josette Varenne, propriétaire unique du domaine de l'Orme Blanc, Fuissé, Saône-et-Loire. Sous ces 2 documents, j'ai fait graver une phrase sur une plaque de pierre locale, du calcaire du Mâconnais, la même roche que celle du coteau sur lequel poussent les vignes. La phrase est de moi. Je l'ai cherchée longtemps avant de la trouver.
Elle dit « Réparer un choix n'est pas faire semblant qu'il n'a pas eu lieu. C'est rendre à l'autre le droit de décider ce qu'il fait de la vérité. » Maître Cormier a regardé la plaque le jour où on l'a installée et il a dit que c'était une belle façon de terminer quelque chose. J'ai répondu que je n'étais pas sûre que c'était une fin. Il a hoché la tête et il a dit que peut-être les fins n'existent pas vraiment, que ce sont plutôt des changements de direction. Je crois qu'il a raison. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai pris l'habitude d'aller au domaine le dimanche. Pas tous les dimanches, mais souvent. Thierry me laissait la clé du chai et je m'y installais parfois 1 heure, parfois plus, avec un livre ou sans livre. Je regardais la maquette. Je regardais les 2 documents encadrés sous verre. Je lisais parfois une des 22 lettres que je gardais dans un carton rangé sur une étagère du chai. Ce n'était pas un rituel de deuil, c'était autre chose. Une façon de continuer à converser avec quelqu'un qui n'était plus là, mais dont les mots étaient encore lisibles. Une façon de terminer les discussions que nous n'avions pas eues. Un dimanche de juin, Bérangère est venue avec moi. Nous avons marché dans les vignes comme je le faisais enfant avec mon père. Bérangère n'a pas les pieds prudents de quelqu'un qui ne veut pas déranger ce qui pense. Elle a les pieds directs, décidés, de quelqu'un qui sait où elle va. Mais elle s'est arrêtée au bout de la rangée haute, là où on voit Fuissé et la Saône et les premiers reliefs du Jura par temps clair. Elle s'est arrêtée et elle a regardé, et j'ai vu sur son visage quelque chose que je reconnais parce que je l'avais vu sur le visage de son grand-père. Elle regardait quelque chose que je voyais aussi, la continuité, le fil. Thierry nous a rejointes un peu plus tard, avec une bouteille de Pouilly-Fuissé du domaine et 3 verres, et nous nous sommes assis sur le muret de pierre en haut du coteau, les 3, dans la lumière de juin qui à cette heure-là est longue et dorée, et qui fait que le monde entier a l'air d'avoir finalement trouvé la bonne couleur. Il y avait beaucoup de choses dans ce moment. La complexité de ce que Michel avait fait et de ce que j'en pensais encore. Le chagrin de son absence. La gratitude pour ce qu'il avait accompli dans ses 22 ans de dimanche. La question à laquelle je ne pourrais jamais répondre, celle de ce qui aurait pu être si nous avions eu la conversation que nous n'avons pas eue. Mais il y avait aussi, simplement, la lumière. Et le vin. Et les vignes qui descendaient vers la vallée. Et Bérangère à côté de moi, avec les yeux de son père et les mains de sa grand-mère maternelle. Et Thierry qui savait se taire au bon moment. Et ce moment-là était réel aussi. Aussi réel que les 22 ans de silence. Aussi réel que la clé dorée posée dans ma paume ouverte. Je veux vous demander quelque chose, avant de vous raconter la suite. Est-ce que vous avez déjà dû décider comment vous souvenir de quelqu'un qui vous a aimé imparfaitement? Pas quelqu'un qui a été méchant. Quelqu'un qui a été humain, avec tout ce que ça contient. Laissez un commentaire. Je ne vous demande pas de tout raconter, juste un mot ou 2. Et si cette histoire vous a appris quelque chose ou vous a fait penser à quelqu'un, partagez-la. Une nouvelle histoire arrive ici chaque jour, et certaines d'entre elles seront les vôtres sans que vous le sachiez encore. Abonnez-vous pour ne pas les manquer. Maintenant, voici ce que j'ai compris au fil de ces mois. La compréhension n'est pas arrivée d'un coup. Elle est arrivée comme tout arrive à 77 ans, lentement, par accumulation, par sédimentation. Un matin au bord de la Saône, une lecture d'une des lettres de Michel, une conversation avec Bérangère, une marche dans les vignes avec Thierry. Chaque moment ajoutait quelque chose à ce que je commençais à voir. Ce que je voyais, c'était ceci. Michel avait fait une erreur grave. Une erreur de confiance, une erreur de respect, une erreur de jugement sur ce qu'on a le droit de décider pour quelqu'un qu'on aime. Cette erreur était réelle et elle méritait d'être nommée clairement, sans édulcorer, sans la recouvrir d'une couche de compréhension si épaisse qu'on ne la verrait plus. Et en même temps, la réponse de Michel à cette erreur avait été une chose étonnante. Pas héroïque, pas romantique au sens du mot. Quelque chose de plus difficile et de plus honnête. Un travail de longue haleine, obstinément poursuivi, sans public, sans reconnaissance possible, puisque la reconnaissance aurait supposé la confession et que la confession n'était pas venue. Il avait réparé en silence pendant 22 ans, et il était mort sans avoir pu livrer ce qu'il avait réparé. C'est ça, la vérité de la dernière lettre. Il avait réussi à reconstituer le domaine. Il n'avait pas réussi à traverser le couloir. Et moi, maintenant, avec cette clé dorée posée sur la maquette, dans le vieux chai de Fuissé,
qu'est-ce que je faisais de cette vérité-là? La réponse, je l'ai trouvée un matin ordinaire de septembre, 6 mois après l'ouverture de la porte de chêne. J'étais à la table de la cuisine avec mon café, le journal de Saône-et-Loire ouvert devant moi sans que je lise vraiment, et les géraniums sur le rebord de la fenêtre dans la lumière du matin. Un matin sans événement particulier. Un matin de ceux qui constituent la majorité des jours de toute vie et qui ne demandent rien d'extraordinaire. J'ai compris que je choisissais. Non pas de pardonner ou de ne pas pardonner, ces mots ne rendèrent pas compte de ce que je vivais, mais de choisir comment continuer. Comment porter à la fois l'erreur et la réparation, la trahison et la tendresse, la porte fermée et les 22 plaques de laiton. Comment être une femme qui a su une chose difficile et qui a décidé, de cette difficulté, de faire quelque chose d'utile. Michel m'avait confisqué un choix il y a 22 ans. Sa mort et la clé dorée de Bérengère me rendèrent ce choix. Transformé, difficile, chargé de tout ce qui s'était passé entre-temps. Mais le mien. Et c'est peut-être la chose la plus importante que j'ai apprise dans toute cette histoire. Que la vérité, même tardive, rend quelque chose. Qu'elle ne rend pas ce qui a été pris. Mais elle rend la capacité de décider ce qu'on fait, de ce qui reste. 1 an a passé depuis que Bérengère a posé la clé dorée dans ma paume. 1 an. Je compte les dimanches. Je les compte parce que les dimanches ont pris un sens différent depuis que je sais ce que Michel faisait de ses dimanches à lui. Chaque dimanche de cette année-là, j'ai fait quelque chose avec ce temps qui avait été pendant 22 ans le temps de sa pénitence silencieuse. J'en ai fait mon temps à moi, mon temps de réflexion, de marche dans les vignes, de lecture des lettres qu'il avait laissées, de conversation avec Bérengère, de silence partagé avec Thierry dans le chai où la maquette trône maintenant au centre de la table de bois. 1 an de dimanche, 22 ans de dimanche de lui. La proportion dit quelque chose sur la durée de certaines dettes intérieures. Ce matin, le premier dimanche de la vendange, le ciel au-dessus de Fuissé a cette couleur que je n'ai vue nulle part ailleurs, un bleu qui n'est pas tout à fait bleu, quelque chose entre le gris et l'azur, une couleur qui change selon l'heure et selon la direction du regard, comme si le ciel de Bourgogne du Sud refusait d'être défini une fois pour toutes et préférait rester légèrement ambigu pour obliger les gens à continuer à le regarder. Les vendangeurs sont arrivés à 7 heures du matin. Une quinzaine de personnes avec leurs paniers et leurs sécateurs et leurs vêtements qui ne craignent plus rien. Il y avait parmi eux des habitués, des gens qui reviennent chaque année depuis 10 ou 15 ans, qui connaissent le domaine par cœur et qui savent exactement où les grappes sont les mieux exposées et où il faut faire attention parce que le sol est plus glissant après la rosée. Et il y avait des nouveaux, 2 jeunes femmes de Mâcon qui venaient pour la première fois et qui regardaient les vignes avec ses yeux légèrement intimidés, des gens qui se trouvent, pour la première fois, devant quelque chose de plus grand que ce qu'ils attendaient. Thierry les a réunis dans le chai avant de commencer. Il a expliqué le travail de la journée, les rangées assignées à chaque groupe, les signes pour distinguer les grappes prêtes de celles qui avaient besoin d'un peu plus de temps. Et à la fin de ses explications, il m'a regardé avec ce regard de quelqu'un qui vous invite à dire quelque chose si vous voulez le dire. J'ai dit quelque chose. J'ai dit que ce vignédo appartenait à ma famille depuis 1922, que mon grand-père l'avait planté avec des mains, qu'il rentrait ensanglanté le soir et qu'il rentrait en chantant quand même. Que mon père avait marché dans ses rangées avec des pieds prudents, parce qu'il croyait qu'une vigne qui travaille ressemble à quelqu'un qui pense, et qu'on ne dérange pas quelqu'un qui pense. Que pendant 22 ans, le domaine avait appartenu à d'autres, et que pendant ces 22 ans, un homme avait travaillé en silence pour le ramener là où il devait être. Et que maintenant, il était là, complet, réunifié, avec tous ses coteaux et tous ses pieds et toutes ses histoires accumulées. Et que chaque grappe coupée ce matin était une continuation de quelque chose qui avait commencé avant nous tous et qui continuerait après. Le silence dans le chai a duré quelques secondes après que j'ai terminé. Puis, une des 2 jeunes femmes a demandé comment s'appelait l'homme qui avait ramené le vin et d'eau. J'ai répondu qu'il s'appelait Michel, qu'il était mon mari et qu'il était mort au mois de février de l'année précédente. Elle a hoché la tête avec la gravité simple des jeunes gens qui n'ont pas encore appris à ne pas montrer ce qu'ils ressentent. Et j'ai pensé que c'était une belle chose, cette gravité-là. Puis les vendangeurs sont sortis dans la lumière du matin et le travail a commencé.
Si vous êtes encore là avec moi, à ce point de l'histoire, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce que vous venez d'entendre, je n'ai pas pu le raconter à voix haute pendant très longtemps. Pendant des mois, les mots restaient coincés quelque part entre ce que je savais et ce que j'étais capable de dire. C'est une vieille femme de 77 ans qui vous parle. Une femme qui a mis une année entière à trouver comment tenir tout ça ensemble dans ses mains sans le laisser tomber. Si cette histoire vous a touché quelque part, laissez-moi un commentaire avec le mot « orme », juste ce mot. Ceux qui ont vraiment écouté jusqu'ici comprendront pourquoi ce mot-là et pas un autre. Et si quelqu'un près de vous a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la. Parce que parfois, on entend la bonne histoire au bon moment, et ça change quelque chose dans la façon dont on regarde les gens qu'on aime. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Une nouvelle histoire arrive ici chaque jour. Et maintenant, laissez-moi vous dire ce que cette année m'a appris. La première chose que cette année m'a apprise, c'est que la trahison et l'amour ne s'excluent pas. Ce n'est pas une idée confortable. C'est même une idée qui résiste, parce que nous aimons les catégories propres, les personnes entièrement bonnes ou entièrement mauvaises, les histoires où ce qui est mal est clairement séparé de ce qui est bien par une frontière nette qu'on ne peut pas confondre. Michel n'est pas dans cette catégorie-là. Il est dans la catégorie des gens qui sont plusieurs choses en même temps, qui aiment vraiment, et qui font quand même quelque chose de grave, qui essaient de réparer pendant des décennies sans savoir si la réparation est possible, qui meurent avec une confession encore incomplète et une maquette dans une pièce fermée à clé. Ces gens-là existent, ils sont probablement autour de nous en plus grand nombre que nous ne le pensons. Et décider comment les tenir dans notre mémoire, comment nous souvenir d'eux avec toute leur complexité, sans les réduire ni à leurs erreurs ni à leurs qualités, c'est peut-être l'un des travaux les plus difficiles que la vie nous demande. La deuxième chose que cette année m'a apprise, c'est la différence entre les silences. Il y a des silences qui protègent quelqu'un. Il y a des silences qui protègent celui qui se tait. Il y a des silences qui attendent le bon moment et des silences qui repoussent le bon moment indéfiniment parce que le bon moment ne vient jamais tout seul. Il faut le décider. Michel avait confondu ces silences-là pendant 22 ans. Il avait commencé par un silence de protection, ou ce qu'il croyait être une protection. Et ce silence s'était durci au fil des années en quelque chose de plus difficile à dénouer. Un silence de peur, de honte, d'impossibilité croissante de trouver comment commencer. Et moi, pendant ces 22 ans, j'avais respecté la porte fermée au fond du couloir parce que j'avais appris dans 50 ans de mariage que Michel avait besoin de silence pour régler les choses difficiles. Ce silence à moi, ce silence de respect que je croyais offrir, il l'avait peut-être vécu comme une permission de continuer à ne pas parler. Peut-être que si j'avais posé la question, il y a 15 ans, il y a 10 ans, si j'avais dit tout simplement que cette porte me pesait et que je voulais savoir ce qu'il y avait derrière, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Je ne le saurais jamais. Mais la question reste là, pas pour me culpabiliser, je n'ai rien à me reprocher, mais pour m'enseigner quelque chose sur l'importance de nommer ce qui résiste. Bérangère est venue ce premier dimanche de vendange. Elle est arrivée en milieu de matinée avec un thermos de café et des croissants de la boulangerie de la rue Lamartine, et nous avons marché ensemble dans les vignes pendant que les vendangeurs travaillaient autour de nous avec leurs sécateurs et leurs paniers et leurs conversations à voix basse. Nous marchions sans but particulier, juste le plaisir de mettre les pieds dans cette terre, de sentir l'odeur particulière des grappes coupées qui se mélangent à l'air de septembre, une odeur qui est à la fois sucrée et acide et légèrement fermentée, une odeur qui n'appartient qu'à ce moment précis de l'année. À un moment, Bérangère s'est arrêtée et elle a ramassé une grappe oubliée dans les feuilles, une petite grappe de chardonnay dont les grains étaient légèrement translucides dans la lumière du matin. Elle l'a tenue à bout de bras et elle a dit, comme pour elle-même mais assez fort pour que je l'entende, « Grand-père aurait aimé voir ça. » J'ai répondu que oui, qu'il aurait aimé voir ça. Et puis, il y a eu un moment de silence entre nous deux, un de ces silences qui ne pèsent pas, mais qui contiennent beaucoup, qui contiennent tout ce qu'on a traversé et qu'on ne va pas redire, parce qu'il n'est plus nécessaire de le redire, parce que ça a été dit et que maintenant ça peut simplement exister entre nous comme quelque chose de su. Bérangère a posé la grappe sur le muret de pierre au bord de la rangée. Puis, nous avons continué à marcher. Je pense souvent à ma mère dans ces moments-là.
Ma mère qui s'asseyait entre deux rangées de vignes quand elle était fatiguée, qui regardait vers la vallée et qui avait l'air d'appartenir à cet endroit comme la pierre et le calcaire appartiennent à cette terre. Michel l'avait écrit dans sa dernière lettre. Il avait dit que je lui ressemblais dans cette façon-là, et que c'était une des choses qu'il avait le plus aimé chez moi dès le début. Je ne savais pas qu'il m'avait regardé comme ça. 50 ans de mariage, et il y avait encore des choses que je ne savais pas qu'il avait vues en moi. Voilà une autre chose que cette histoire m'a enseigné. Nous ne connaissons jamais complètement les gens que nous aimons. Pas parce qu'ils nous cachent des choses, bien que parfois ce soit aussi le cas, mais parce que la profondeur d'un être humain dépasse toujours ce qu'on peut en saisir dans le temps d'une vie partagée. Il y a toujours quelque chose qui reste dans l'ombre, non par secret mais par densité, parce qu'une personne est plus riche que ce qu'on peut en percevoir. Michel avait des yeux pour voir des choses que je ne savais pas qu'il voyait. Il avait des mots pour les dire que je n'ai lus qu'après sa mort. Il avait une ténacité que je connaissais, mais dont j'ignorais à quelle profondeur elle était ancrée. Et il avait une honte qui le rongeait depuis 22 ans, une honte qu'il avait transformée en travail parce que c'était la seule langue qu'il connaissait pour exprimer ce qu'il ressentait. Je ne sais pas si c'était suffisant. Je ne suis pas sûre que la question du suffisant soit la bonne question. La bonne question est peut-être celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a, même quand ce qu'on a est imparfait, même quand ça ne ressemble pas à ce qu'on aurait voulu? Et la réponse que j'ai trouvée, la mienne, pas universelle, pas obligatoirement applicable à tout le monde dans toutes les circonstances, la mienne, c'est qu'on peut choisir de continuer le fil. Même quand il a été rompu, même quand il a dû être renoué, même quand le nœud est visible et qu'il ne disparaîtra jamais complètement. Le fil peut continuer. Maintenant, une petite pause pour vous, qui avez été si présents jusqu'ici dans cette histoire. Je sais que certains d'entre vous écoutent depuis des heures. Je sais que certains d'entre vous ont pleuré, pas à cause de moi, mais à cause de quelqu'un dans votre propre vie à qui cette histoire vous a fait penser. Vous me l'avez dit dans les commentaires, et je lis chacun d'entre eux avec toute l'attention que je peux donner. Si vous n'avez pas encore laissé le mot « orme » dans les commentaires, faites-le maintenant. Ce mot m'indique que vous avez écouté jusqu'ici, vraiment écouté, et ça compte plus que vous ne le pensez pour cette vieille femme qui vous parle. Laissez un j'aime si cette histoire a compté pour vous. Partagez-la si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre que les choses peuvent être complexes et belles en même temps, que la vérité arrive parfois en retard, mais qu'elle arrive quand même. Abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, parce qu'il y en a une nouvelle chaque jour ici, et je vous promets que chacune d'entre elles parle de quelque chose de vrai. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé avec Maître Cormier au printemps dernier. Maître Cormier m'a contacté en mai avec une question administrative concernant les derniers documents de propriété. Il voulait s'assurer que tout était en ordre, que les actes de transfert étaient bien enregistrés au cadastre, que mon nom apparaissait correctement sur l'ensemble des parcelles. Nous nous sommes retrouvés dans son cabinet de la rue Carnot, autour de sa table couverte de documents, avec le soleil de mai qui entrait obliquement par les volets mi-clos et qui dessinait des rayures de lumière sur le parquet. Tout était en ordre. Michel avait été méticuleux jusqu'au bout. Chaque acte était propre, chaque signature vérifiée, chaque transmission enregistrée. Maître Cormier m'a dit que dans 30 ans de pratique notariale, il n'avait jamais vu quelqu'un opérer un rachat aussi fragmenté avec autant de rigueur et de patience. Il a dit ça simplement, sans chercher à flatter, avec le ton d'un professionnel qui reconnaît un travail bien fait, même quand les circonstances qui ont rendu ce travail nécessaire étaient complexes. J'ai remercié Maître Cormier pour tout ce qu'il avait fait, pour sa discrétion pendant les années de rachat, pour son aide dans les semaines qui avaient suivi l'ouverture de la porte, pour sa façon de m'expliquer les choses sans me traiter comme quelqu'un qui ne pouvait pas les comprendre. Il a répondu que c'était simplement son travail. Mais il l'a dit avec la modestie de quelqu'un qui sait que son travail avait compté dans une histoire qui dépassait largement le cadre des actes notariés. En partant de son cabinet, j'ai marché jusqu'à la Saône. Il faisait ce temps de mai doux et inconstant. Des nuages qui passent et qui laissent de la place au soleil et puis reviennent, de sorte que la lumière sur l'eau changeait toutes les 5 minutes. Je me suis assise sur un banc et j'ai regardé longtemps. Je pensais à la fête de la Saint-Vincent à Fuissé, il y a plus de 60 ans. La veste trop grande de Michel. Le verre de Pouilly Fuissé tendu avec la solennité de quelqu'un qui offre quelque chose de précieux.
la façon dont nous avions dansé jusqu'à 2 heures du matin, la façon dont il avait serré la main de mon père avec les 2 mains, geste de respect que mon père m'avait mentionné encore 30 ans plus tard. Ces choses-là n'avaient pas changé. La porte de chêne et les 22 plaques de laiton et la signature imitée n'avaient pas effacé la fête de la Saint-Vincent ni les 50 ans qui avaient suivi. Elle les avait compliquées, nuancées, enrichies du nombre qu'ils n'avaient pas avant, mais pas effacées. Et peut-être que c'est ça, finalement, ce que j'avais besoin de comprendre, que l'ombre fait partie du tableau, que refuser l'ombre, c'est refuser le tableau entier, et que le tableau entier, avec ses lumières et ses ombres, avec ses couleurs vives et ses zones que l'on comprend moins bien, est plus honnête et plus riche que n'importe quelle version simplifiée de lui-même. Michel était le tableau entier. Je l'avais aimé en le croyant une composition plus simple. Je l'aimais maintenant en sachant qu'il était plus compliqué que ce que j'avais vu, plus courageux dans certains aspects et plus lâche dans d'autres, plus patient que je ne lui en donnais le crédit, et moins capable que je ne le pensais de dire certaines choses fondamentales. Je l'aimais. Et cette vérité-là, complexe, incomplète, traversée d'ombre et de lumière, était la seule vérité disponible, la seule digne de ce que nous avions vécu ensemble. Thierry m'a appelé un dimanche de juillet pour me dire qu'une des rangées du secteur nord avait donné cette année des grappes d'une qualité exceptionnelle. Il m'a dit que la vigne avait l'air d'avoir décidé de faire quelque chose de particulier cette saison, comme si elle avait su que quelque chose avait changé dans la façon dont on la regardait. Thierry n'est pas du genre à utiliser les métaphores facilement. Quand il dit qu'une vigne semble savoir quelque chose, c'est parce qu'il a vu quelque chose de concret dans l'aspect des feuilles ou la taille des grappes ou la couleur particulière que prend le raisin à mesure qu'il mûrit. Je suis allé voir ces grappes le dimanche suivant. Elles étaient là, dans la rangée du nord, lourdes et serrées, et d'un jaune doré qui tirait légèrement vers l'ambré dans la lumière de l'après-midi. Je me suis arrêté devant elles un long moment. Je pensais à mon grand-père, qui avait planté ses pieds en 1922. Je pensais à mon père qui m'avait appris à toucher les feuilles pour savoir si elles avaient soif. Je pensais à Michel, qui avait marché dans ces mêmes rangées pendant des années avec sa sacoche de cuir et son carnet à spirale. Et je pensais à Bérengère, qui marchait avec des pieds décidés, qui s'arrêtait au bout de la rangée haute pour regarder ce que son grand-père lui avait appris à voir sans le lui dire directement. Et je pensais à moi, Josette Varenne, 77 ans, debout devant des grappes de chardonnay dans la lumière de juillet, avec dans la poche de mon manteau une petite clé dorée que je n'avais pas besoin de garder, mais que je gardais quand même. Je la garde parce qu'elle est la forme concrète de quelque chose que les mots ne rendent pas tout à fait. Elle est le symbole d'une porte ouverte, d'un secret rendu, d'une vérité arrivée en retard mais arrivée quand même. Elle est aussi le symbole de ce que Bérengère a dû porter seule pendant 2 ans et de ce qu'elle m'a rendu en la posant dans ma paume ce matin de février après 40 jours de deuil. Une clé perd sa fonction quand personne n'a plus besoin de cacher quelque chose. Je l'ai dit à Bérengère le jour où elle me l'a offerte de nouveau, 1 an plus tard, dans le chai de Fuissé, debout devant la maquette, avec ses 22 plaques de laiton. Elle m'avait demandé si je voulais encore la garder, et j'avais répondu en regardant la porte du chai, grande ouverte sur la lumière de la vendange, en répondant qu'une clé perd sa fonction quand personne n'a plus besoin de cacher quelque chose. Mais je la garde quand même, dans la poche de mon manteau, parce qu'elle est légère et parce qu'elle me rappelle ce que j'ai appris, et parce que certaines choses méritent d'être portées même quand elles ne servent plus à fermer. Voilà. C'est là que nous en sommes, cette vieille maison de la rue Lamartine et moi, le domaine de l'orme blanc et ses coteaux, Bérengère avec ses pieds décidés et ses yeux de son père, Thierry, et ses mains habituées au métal et à la terre, Maître Cormier et sa précision de chirurgien avec les mots, et les vignes qui continuent de pousser dans le calcaire du Mâconnais comme elles poussaient du temps de mon grand-père, indifférentes aux histoires humaines qui se déroulent à leurs pieds, et pourtant nourries par elles, par tout ce travail, toute cette patience, tout cet amour imparfait. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'au bout, jusqu'ici, je veux que vous sachiez que vous m'avez offert quelque chose, le cadeau d'être entendu. Cette vieille femme de 77 ans qui tient une clé dorée dans la poche de son manteau et qui marche le dimanche dans les vignes de son grand-père, elle vous remercie d'avoir été là du début à la fin. Ce n'est pas une petite chose. Et maintenant, je vous demande une dernière chose, une seule.
Laissez dans les commentaires le mot « orme ». Rien d'autre si vous ne voulez pas, juste ce mot, parce qu'il est le cœur de cette histoire, l'orme du domaine, l'arbre qui donne son ombre en été et son soupir tranquille en automne, l'arbre qui était là avant mon grand-père et qui sera là après Bérengère et qui ne sait rien de tout ce que nous avons vécu autour de lui, mais qui l'a regardé quand même avec ses feuilles indifférentes et fidèles. Ceux qui ont vraiment écouté comprendront pourquoi ce mot-là. Laissez aussi un j'aime si cette histoire vous a donné quelque chose. Partagez-la avec quelqu'un qui a du mal à dire les choses importantes, ou avec quelqu'un qui aime quelqu'un comme ça. Abonnez-vous parce que demain il y aura une nouvelle histoire ici, et après-demain aussi, et chacune d'entre elles sera vraie à sa façon, et parlera de quelqu'un qui a aimé imparfaitement et essayé quand même. Et maintenant, permettez à cette vieille femme de vous dire ce qu'elle a retenu par-dessus tout de cette année passée, à tenir une clé dorée dans sa poche. Ce n'est pas une morale au sens simple du mot. Ce n'est pas une instruction. C'est quelque chose de plus humble que ça. Une observation tirée de 77 ans de vie et d'1 an de dimanche dans les vignes de son grand-père. Voilà ce que j'ai observé. Les gens qui nous aiment ne sont pas toujours capables d'exprimer cet amour dans la forme qui nous conviendrait. Ils l'expriment dans la forme qu'ils peuvent, avec les mots qu'ils ont, avec les gestes qu'ils connaissent, avec les silences qu'ils ont appris à utiliser au lieu des phrases qu'ils n'ont pas su trouver. Et ces formes imparfaites, ces expressions de travers, ces réparations silencieuses et ces confessions en retard, elles sont réelles. Elles sont l'amour tel qu'il existe dans la réalité des gens ordinaires, pas dans les livres et pas dans les films, mais dans les maisons ordinaires, des rues ordinaires, des villes ordinaires, où les gens font de leur mieux avec ce qu'ils ont et ratent parfois et essaient encore. Ce n'est pas une excuse pour les erreurs graves. Certaines erreurs sont graves et méritent d'être nommées clairement et tenues comptables. Mais entre nommer une erreur et en faire toute la définition d'une personne, il y a un espace immense, et dans cet espace, quelque chose de plus difficile et de plus précieux que le jugement peut vivre. Ce quelque chose s'appelle la compréhension. Pas la compréhension naïve qui efface, mais la compréhension lucide qui voit tout et qui choisit quand même de continuer à regarder sans détourner les yeux. Et puis, il y a ceci, la chose la plus importante peut-être. La vérité, même tardive, rend quelque chose. Pas ce qui a été pris. Jamais tout à fait ce qui a été pris. Mais elle rend à quelqu'un la capacité de décider. Et cette capacité-là, de décider ce qu'on fait de ce qu'on a appris, de choisir comment on continue, de nommer soi-même le sens de ce qu'on a vécu, c'est peut-être la chose la plus précieuse qu'une vie puisse offrir. Michel m'a confisqué un choix il y a 22 ans, et il a passé 22 ans à me rendre les conditions dans lesquelles ce choix redeviendrait possible. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais les conditions étaient là. La porte de chêne, la clé dorée dans la paume de Bérengère, la chemise rouge avec « Commencer » ici écrit dessus. Et moi, avec tout ça dans les mains, j'ai fait le seul choix qui m'appartenait vraiment. J'ai choisi de continuer à marcher dans les vignes le dimanche, de continuer à aimer quelqu'un que j'ai perdu et dont j'ai appris après sa mort qu'il était plus compliqué que ce que je savais, de continuer à tenir la clé dorée dans la poche de mon manteau, de continuer le fil, même là où il a été rompu et renoué et où le nœud reste visible, de continuer. Parce que c'est ça, finalement, ce qu'un vignedo vous apprend si vous prenez la peine de l'écouter. Que la vigne qui a survécu à la gelée de printemps et à la sécheresse de l'été, et aux maladies qui passent, et aux mains qui taillent parfois trop court, cette vigne-là donne un vin particulier. Un vin qui a quelque chose que les vignes épargnées n'ont pas. Une profondeur, une complexité. Quelque chose que les gens qui s'y connaissent sentent au premier verre et reconnaissent comme la trace de tout ce que la vigne a traversé. Nous sommes peut-être comme ça aussi. Les êtres humains qui ont traversé quelque chose de difficile, qui ont été trahis et ont choisi de comprendre plutôt que seulement de condamner, qui ont appris quelque chose de dur et en ont fait quelque chose d'utile, ces êtres-là ont peut-être quelque chose que les autres n'ont pas tout à fait. Une profondeur, une complexité, la trace de tout ce qu'ils ont tenu. Je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, je sais que c'est vrai pour moi. La clé dorée est dans ma poche. Le domaine de l'orme blanc est à Fuissé, sur son coteau de calcaire, sous le ciel ambigu du Mâconnais. Bérengère marche avec ses pieds décidés entre les rangées.
Thierry surveille les grappes du secteur nord qui donnent cette année quelque chose d'exceptionnel. Et moi, Josette Varenne, 77 ans, je suis assise dans la vieille maison de pierre du domaine avec une lettre de Michel dans les mains, la lettre numéro 13, celle où il écrit que j'ai ri d'une façon qui part du ventre et qui illumine toute la pièce et qu'il n'a pas pu commencer sa confession ce soir-là parce que ce rire lui avait ôté la force de faire quelque chose qui aurait pu l'éteindre. Je lis cette phrase. Je regarde par la fenêtre les rangées de vignes dans la lumière de septembre. Et pour la première fois depuis que j'ai commencé à lire les 22 lettres, au lieu de la tristesse que cette phrase me donnait, je ressens quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemble à la reconnaissance de quelque chose de réel. Il m'avait vu rire. Il avait regardé. Il se souvenait. Pendant 22 ans, il était allé dans cette pièce fermée à clé avec ses remords et ses contrats et ses petites plaques de laiton. Mais il avait regardé. Il avait vu. Et il s'était souvenu de cette façon que j'ai de rire, qui part du ventre et qui illumine toute la pièce. Peut-être que c'est ça aussi, l'amour. Même imparfait, même traversé d'erreurs et de silence. Cette façon de regarder quelqu'un et de se souvenir de lui jusque dans les détails. Cette façon de porter quelqu'un en soi même quand on n'est plus capable de lui dire « Merci d'avoir été là, jusqu'au bout ». Du fond du cœur de cette vieille femme de la rue Lamartine, avec sa clé dorée dans la poche et ses géraniums sur le rebord de la fenêtre et ses dimanches dans les vignes de son grand-père, merci. Prenez soin les uns des autres. Regardez les gens que vous aimez. Souvenez-vous d'eux dans les détails. Et quand vous avez quelque chose d'important à dire, trouvez le courage de ne pas attendre que demain devienne une autre année de dimanche.